10h moins 10 sur Espace 2, je me tourne vers Lucienne Perry. Je vous dis Lulu parce que on se connaît un petit peu. Bonjour Daniel. Bonjour, on n'a pas été à l'école ensemble, mais presque. On a fait nos armes à peu près au même endroit. C'est-à-dire qu'un peu à la radio à l'époque. Vous voulez aujourd'hui m'avez envoyé un SMS tout à l'heure, me dites, j'aimerais bien vous parler de l'auteur d'Art Brut, Giovanni Battista Podesta. Ben, je me dis, mais vous êtes encore fidèle à ce Podesta? Vous étiez gamine, vous le connaissiez déjà, non? Ah oui, je suis fidèle à Podesta tellement il m'a fasciné et il continue de me fasciner. Mais c'est lui qui vous a amené à l'Art Brut, carrément. C'est lui le coupable en fait. C'est vrai que je devais faire un mémoire de fin d'études et j'étais persuadée que je devais le faire dans le domaine de l'art brut. Et il y avait quelques pièces exposées à la collection de l'art brut qui m'interpellaient beaucoup, qui m'interrogeaient. Des pièces, c'est pas des tableaux, c'est plutôt des bas-reliefs, des sculptures. Des bas-reliefs, des hauts-reliefs, des sculptures, des tableaux, des manteaux, des parures vestimentaires et étranges. Des horloges neuchâteloises. Et des drôles d'horloges. Non, mais pas loin. Pas neuchâteloises, oui, mais des drôles d'horloges. C'est pour qu'on voit bien qu'il y a une histoire une baisse d'horloge mise en scène, quoi. Oui. Des œuvres très étranges dont on savait assez peu de choses, au fond. D'accord. Et c'est vous qui l'avez mis en lumière. Il était déjà mort? Il était déjà mort, mais comme on ne savait peu de choses, les sources, je n'allais pas les trouver. Ni à la bibliothèque, ni dans les livres, ni dans les archives, donc il fallait aller chercher les sources. D'accord, mais alors on n'a pas de source, mais on a quand même des objets. Comment ils arrivent, ces objets, dans une collection comme ça, alors si on n'a pas de source? Eh bien, il y a toujours des personnes, des intermédiaires, des figures tutélaires, c'est-à-dire des figures bienveillantes à l'égard de l'auteur d'art brut, qui font office d'intermédiaires avec la collection de l'art brut. C'est de cette manière-là qu'on fait des découvertes, des trouvailles, et que la collection de l'art brut acquiert de nouvelles œuvres. Et ces médiateurs, c'est plutôt des collectionneurs, des artistes eux-mêmes, ou bien alors des spécialistes, des chercheurs, des historiens de l'art? Ce sont souvent des gens très très proches des auteurs d'art brut. Parfois, un parent, un cousin, un voisin, un médecin, quelqu'un d'assez proche. Et j'aime vraiment appeler ces gens-là les figures tutélaires, parce que ce sont très souvent des personnes bienveillantes, protectrices, qui connaissent bien la personne, qui connaissent très bien l'œuvre aussi. Et en l'occurrence, Jean Tinguely connaissait parfaitement cet auteur d'art brut. Et moi, je suis partie en Italie, retrouver la famille de Podesta. J'ai interviewé plusieurs membres de sa famille et j'ai reconstitué petit à petit l'histoire de sa vie et l'histoire de son œuvre. Et heureusement, parce qu'aujourd'hui, Podesta, alors on peut le voir à Fribourg, et puis on a tous les documents qu'il faut pour comprendre et mettre en perspective son œuvre. On peut voir à Fribourg, dans l'exposition du musée d'art et d'histoire de Fribourg qui s'appelle Quoi de neuf, parce que c'est une exposition qui propose les nouvelles acquisitions, donations et achats, et parmi ces nouvelles acquisitions, eh bien, il y a des œuvres de Podesta qui proviennent précisément de la collection de Tinguely par le biais de Niki de Saint-Phal. Tinguely était fasciné par Podesta pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je crois, par l'attirance pour le sacré qu'avait Podesta, aussi pour sa protestation vis-à-vis du matérialisme, comme Tinguely lui-même d'ailleurs, pour la verve jubilatoire. Dès qu'on est face aux œuvres de Podesta, on est troublé parce que ce sont des œuvres très colorées, très scintillantes, très brillantes, très présentes et vraiment troublantes parce qu'elles sont ingénieuses, inventives. C'est un homme qui vivait très très simplement. Il était limité financièrement, donc il devait récupérer toutes sortes d'objets pour pouvoir créer. Il a inventé un mélange pâteux, sciure, plâtre et colle. Et ça lui permettait de créer des sculptures, des bas ou des hauts reliefs. Il colorait le tout avec de la vive polychromie. De la vive polychromie. La sciure, ça va. J'ai coupé hier les noisetiers en petits bois pour faire pour l'hiver. Ça, je vois ce que c'est. La colle aussi. Le plâtre aussi. Puis le plâtre. Alors oui, parce que des fois, mais la vive polychromie. Il peignait le tout. Ah, vive. D'accord. Voilà. Non, vous voulez dire simplement des couleurs chatoyantes. Voilà. Ah oui, d'accord. Okay. Non, j'ai cru que c'était une matière qui s'appelle la vive polychromie. Non, d'accord. Ok. Des couleurs vives, chatoyante et en fait il mettait aussi sur ses œuvres des tas de débris de miroirs, des perles, des paillettes, Ça c'est un peu une constante chez certains. Vous dites ça et tout de suite on pense à d'autres. Hein. On pense à d'autres, mais oui c'est vrai, c'est juste. La récupération c'est un maître mot en matière d'art brut. Comme ça. Ouais. Surtout les miroirs, mais surtout la récupération. Ces gens-là ne disposent pas d'une aisance financière qui leur permet d'acheter des matériaux. Et d'ailleurs, les matériaux dits nobles, je pense, pour la plupart, ne les intéresseraient pas. Là, c'est déjà l'histoire de l'œuvre que de devoir chercher, que de devoir couper les poils des balais de sa femme pour pouvoir... Les poils des balais de sa femme. Oui, exactement. Non, vous avez parlé tellement vite, j'ai cru que c'était... Oui, pardon. Sa femme avait des balais. C'était le début des balais. Sous les bras. Non, elle venait d'acheter des balais avec des poils de nylon. Voilà. Et il coupait les poils de nylon. Dans quel musée à Lausanne voit-on un balai exposé avec des poils coupés?
Je ne sais pas, c'est une colle? Non, oui, non, ils sont pas. Non, mais c'est rigolo. C'est au musée d'histoire naturelle, le musée des bêtes séchées, comme disent les enfants. Vous allez, puis il y a Blaireau empaillé. Puis comme il avait perdu un peu de ses poils, les gars qui s'occupent de la restauration des œuvres ont utilisé le balai du concierge pour récupérer les poils de queue. Mais alors ils l'ont expliqué aux enfants. Alors il y a dans la vitrine le balai dont les poils manquent et puis le Blaireau lui-même avec ses poils hérissés. C'est extraordinaire. Vous savez, il n'y a pas que l'art brut, il y a aussi les bêtes séchées dans les musées. Allez voir, quoi. Il n'y a pas que l'art brut, mais il y a l'art brut. Oui. Et il y a des œuvres de Podesta au musée d'art et d'histoire de Fribourg. Et on voit les œuvres de Podesta, des petits insectes, des petits monstres. En fait, le musée d'art et d'histoire de Fribourg possède près de 30 œuvres, alors que la collection de Tinguely en comptait une quarantaine. Tinguely, fasciné par cet homme qui s'adonnait aussi à des performances publiques, c'est-à-dire qu'il sortait dehors, à l'extérieur, il portait le manteau qu'il avait réalisé lui-même, un couvre-chef, il avait de longs cheveux qui retombaient sur ses épaules. On était dans les années 60 et c'était du body art avant la lettre. Il y a un blog génial, un site qui s'appelle notartbrut.ch, c'est le vôtre, notartbrut.ch. Et puis on peut trouver déjà des images de Podesta, cette fameuse horloge oratoire, je sais pas comment l'appeler. Et puis alors un tiré à part du catalogue de l'exposition de Fribourg, signé par vous, Lucienne Perry. Vous parlez de lui comme un protestataire espiègle, parce qu'il n'aimait pas les matières trop nobles, mais il les a caricaturées, il les a dénoncées, ce protestataire espiègle. Vous m'avez montré tout à l'heure une espèce de dieu or, comme ça, qu'il espère vouer aux enfers. Cet homme avait vécu l'exode rural. Et je crois que c'est une expérience, beaucoup des auditeurs sûrement l'ont vécu ou ont des parents qui ont vécu cela. C'est une expérience traumatisante pour Podesta qui a vécu la Première Guerre mondiale. Il avait 20 ans lorsqu'il a été mobilisé. Lorsqu'il est revenu, on est dans le nord de la Lombardie, cette campagne lombarde n'a pas de quoi offrir de travail à cet homme, à ce jeune homme. Il doit quitter la campagne, c'est-à-dire qu'il doit quitter sa communauté, il doit quitter sa famille, il doit quitter tout ce patrimoine, le cycle des saisons, le fait de vivre très proche de la nature. Il se trouve projeté dans l'univers urbain, dans la ville. La révolution industrielle a été tardive en Italie, mais elle a été très accélérée, le mouvement a été très accéléré. Il devient, par la force des choses, un ouvrier, manœuvre dans une usine, et c'est le soir et pendant ses week-ends qu'il descend dans la cave de l'immeuble dans lequel il vit et qu'il crée ses œuvres pour protester contre la perte des valeurs symboliques, la perte des valeurs religieuses. Il s'insurge là contre et souvent ses œuvres sont manichéennes, c'est-à-dire le bien et le mal sont visibles. C'est pas une protestation sociale, politique et ouverte. Il proteste, je veux dire, c'est un acte de confession de sa part, voilà. En fait. C'est une protestation. Ça, pour lui, il le montre à qui? Oui, c'est une protestation pacifiste. Très souvent, les auteurs d'art brut sont des révolutionnaires, sont des protestataires, mais pas au sens où on l'entend habituellement. Ce sont des gens qui ne sont pas d'accord, qui sont d'ailleurs souvent des naufragés. Personnellement, ils ont vécu un traumatisme. Lui, c'est l'expérience de la guerre, elle est de l'exode rural. Mais en fait, ils éprouvent un besoin de prendre la parole, souvent qu'on ne leur a pas donné, et ils s'expriment par le biais de la création, sans avoir appris, en étant autodidacte, et c'est le cas de Podesta. Mais il le montre. Il le montre. Il montrait parfois ses œuvres, mais très très peu. Il n'éprouvait pas forcément ce besoin. Ce qu'il montre, c'est ses performances publiques lorsqu'il est dans la rue, avec ses longs cheveux. Son chapeau. Avec son chapeau et son habit. Vous savez quoi, Lucienne? Moi, je vous propose de revenir un peu en cette fin d'année, me parler de lui ou d'un autre. On va juste faire le point de ce qu'on a appris déjà aujourd'hui au point de vue des activités culturelles et sociales. Donc, il y a cette exposition de Monsieur Podesta au sein du Quad Neuf à Fribourg, à voir jusqu'au mois de juin, on aura le temps d'en reparler. Vous m'avez posé un bouquin sur la table, vous me l'aviez prêté la dernière fois, Bonhomme d'art brut. C'est un livre que vous avez écrit pour les enfants, avec des images d'art brut. Bon, il faut des mamans douées, qui aident les enfants à lire et à jouer un peu avec, mais c'est du gros carton. Comme ça, donc on peut y aller à partir de 3 ans, le mordre et le manger, s'y faire ses dents. Et là, en l'ouvrant, devine qui pourrait être le métier de ces bonhommes. Vous voyez, j'ai ouvert au bol et tout de suite j'ai reconnu que c'était lui. Déjà une espèce de statue d'un type incroyable. Devine quel pourrait être le métier de ce bonhomme. Alors,
vous racontez à peu près tout ce que vous racontez là. Ce livre, on le trouve, on peut l'offrir à Noël aux gamins. On le trouve en librairie, oui. C'est pas celui-là que vous allez dédicacer prochainement. Oui, c'est ça. Mercredi, chez Payot, à Lausanne. Superbe. Alors, il est très épais, mais il a peu de pages, parce que les pages sont épaisses aussi. Lucienne, qu'est-ce qu'on fait? On se voit la semaine prochaine. Non, rajoutez, vous avez 1 minute, faire un post-scriptum. Oui, je pense que les mamans peuvent lire ce livre aux enfants, mais je pense que les papas aussi. Et puis, j'aimerais juste dire encore qu'il y a des œuvres d'art brut à la collection de l'art brut à Lausanne. Des œuvres de Podesta, oui. À Milly-la-Forêt. Vous savez, c'est très près de Paris. C'est dans cette immense tête qui s'appelle le Cyclope, une œuvre réalisée par Jean Tinguely, là où il a convié plusieurs de ses créateurs amis. Et en fait, il a placé des pièces magnifiques de Podesta qui le fascinait, et il a choisi de très très belles pièces qu'il présente à Milly-la-Forêt. Et puis à la Fabuloserie à Dissy, en Bourgogne, c'est près d'Auxerre, eh bien, on découvre aussi de très belles pièces de Podesta. Quoi de neuf? Stéphane Gasser, sous la direction, vous écrit un article pour ce catalogue des musées d'art et d'histoire de Fribourg. Bonhomme d'art brut aux éditions Thierry Magnier, Lucienne Perret. Puis votre mémoire de licence, je suis sûr qu'il a été publié, en 87, un bouquin rouge, on le trouve à la collection de l'art brut sur Espace 2, c'était à vous de jouer, il y a 10 heures.